Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc voir la pharmacologie du système parasympathique. Le système parasympathique est donc une composante du système nerveux végétatif, aussi appelé le système nerveux autonome, et qui contient trois systèmes. Le système orthosympathique, le parasympathique, et plus récemment admis, le système entérique que nous détaillerons moins. On va se focaliser sur le système nerveux parasympathique, qui marche en balance avec l'orthosympathique, comme vous l'avez vu en cours. On va regarder un petit point anatomie, avec le schéma du cours qui va s'apparaître ici, j'espère. Donc on voit qu'avec le système parasympathique, on a donc des neurones qui ont des axones peu myélinisés et qui sont longs en préganglionnaire. Et à l'inverse, on a des neurones qui sont courts et pas du tout myélinisés en post-ganglionnaire. Et c'est l'inverse au niveau des longueurs pour l'orthosympathique, donc à bien retenir la différence. De plus, comme vous l'avez vu, c'est peu myélinisé en préganglionnaire et pas du tout en postganglionnaire. On en déduit donc que l'information circule très lentement. Maintenant, au niveau pharmacologique, à l'inverse du système orthosympathique, le système parasympathique ne possède qu'un seul neuromédiateur, c'est l'acétylcholine. Essentiellement l'acétylcholine, que ça soit pour la synapse en préganglionnaire ou celle sur l'organe cible, de l'organe cible. Donc ce qui va différer, ça va être les récepteurs de l'acétylcholine, avec des récepteurs nicotiniques et muscariniques. Les récepteurs nicotiniques et muscariniques, on les retrouve sur la première synapse. Donc du coup, le neurone post-ganglionnaire possède ces récepteurs nicotiniques et muscariniques. Et au niveau de la deuxième synapse, on aura seulement des récepteurs muscariniques. Donc des récepteurs muscariniques qui se trouveront sur l'organe cible. Je vous propose donc de poursuivre la vidéo avec un petit schéma qui va un petit peu récapituler ce que vous avez pu entendre en cours et qui va peut-être commencer à voir d'autres notions que vous verrez avec un autre professeur, Monsieur Perréon, normalement. Donc on se retrouve sur ce schéma qui sera donc fidèle au cours que vous avez eu, avec peut-être un petit peu plus de détails à certains moments. Parce que je ne veux pas entrer trop dans les détails, je ne sais pas si vous aurez les cours de Perréon sur ces thèmes-là. Donc, je voulais venir sur l'aspect pharmacologique. Donc, on a dit que le système parasympathique, son neuromédiateur principal, c'était l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine, on l'a à partir de l'alimentation ou à partir du métabolisme de la glycine, mais en plus faible quantité. Celui-ci va rentrer dans le neurone cholinergique via le transporteur AQ, donc qui fait rentrer de la choline et du sodium. Peut-être que vous le verrez plus tard. Ensuite, la choline va être prise en charge par l'acétylcoenzyme, qui est issu du métabolisme du pyruvate. Donc l'acétylcoenzyme et la choline vont subir l'action de la CAT, qui est la choline acétyltransférase, et cela nous donnera donc l'acétylcholine. Donc on se retrouve avec cette acétylcholine, enfin cette molécule d'acétylcholine, qui va être stockée dans une vésicule, où il y aura évidemment énormément de molécules d'acétylcholine. Celles-ci vont être libérées à la suite d'un potentiel d'action, qui activera ici des canaux VOC, calcium, qui sont des canaux calcium voltage dépendants. Cette entrée de calcium aura un impact sur le relâchement des vésicules remplies d'acétylcholine. Vous verrez ça plus précisément dans des cours de Monsieur Perréon en physiologie. Une fois ces neuromédiateurs relâchés, ici sur le schéma, j'ai représenté d'une part le récepteur nicotinique et d'une part le récepteur muscarinique. On s'attardera à leur structure un petit peu plus tard. Il faut savoir que lorsqu'ils sont activés, les récepteurs nicotiniques vont faire rentrer du sodium et faire sortir du potassium. Vous reverrez ça plus tard en détail. Et les récepteurs muscariniques activent une protéine G. Donc chacun active à sa manière l'autre côté du neurone, l'organe cible. Donc on va maintenant s'intéresser à la pharmacologie de ces récepteurs, car on va pouvoir jouer avec des molécules pour pouvoir les activer ou les inhiber. On va s'intéresser d'abord aux récepteurs muscariniques. Donc les récepteurs muscariniques, ils possèdent des agonistes cholinergiques, tels que la muscarine. C'est d'ailleurs de cet agoniste que le récepteur a tiré son nom, la pilocarpine, ou des antagonistes cholinergiques comme l'atropine. Donc dans les agonistes cholinergiques, la muscarine, la pilocarpine, ça va être utilisé notamment pour traiter les glaucomes, le glaucome qui est une hypertension au niveau de l'œil. Donc vu que là c'est un agoniste, on va donc activer
on va donc activer cette voie cholinergique, on active donc le système parasympathique. Je ne reviens pas sur tous les effets du système parasympathique, mais donc du coup ça va jouer sur la tension artérielle, on aura une baisse de la fréquence cardiaque, baisse de la pression artérielle, ce qui engendrera du coup une baisse de cette hypertension au niveau de l'œil. Pour l'antagoniste, l'atropine, à l'inverse, ça va, vu que c'est un antagoniste et que le système parasympathique et orthosympathique travaillent de la même manière qu'une balance, vu qu'on va freiner le système parasympathique grâce à un antagoniste, ça va plutôt en gros activer le système orthosympathique et provoquer une mydriase. Une mydriase, donc dilatation de la pupille, pour pouvoir faire des fonds d'œil par exemple. Maintenant, on va s'intéresser au récepteur nicotinique. Le récepteur ionotrope à l'acétylcholine ou récepteur nicotinique, il a comme agoniste la nicotine, d'où son nom, et comme antagoniste le curare. Donc le curare aura un effet antagoniste cholinergique, c'est-à-dire qu'il va bloquer la transmission au niveau de la synapse. Mais le détail à savoir, c'est que le curare a donc un effet antagoniste cholinergique, alors que pourtant c'est un agoniste cholinergique. Le curare, en fait, il fonctionne de telle sorte qu'il va tellement activer ce récepteur nicotinique, il va constamment faire entrer du sodium et donc créer un potentiel d'action et donc continuer la réponse, entraîner la réponse du système parasympathique. Il va tellement bien marcher qu'il va en fait entraîner le phénomène de désensibilisation du récepteur au point qu'il ne fonctionnera donc plus. Donc c'est pour ça qu'il aura un effet à terme antagoniste cholinergique et on l'utilise comme tel, mais sur le point pharmacologique, c'est un agoniste cholinergique. Donc focus sur les récepteurs muscaréniques maintenant. Les récepteurs muscaréniques sont des récepteurs à protéine G, à 7 domaines transmembranaires. Sur le domaine 1, on a l'extrémité NH2 qui est en extracellulaire, et sur le domaine 7, on a l'extrémité COH en intracellulaire. Et donc ce sont des récepteurs à protéine G. Donc on commence par les récepteurs impairs des récepteurs muscaréniques, M1, M3, M5. Cela se trouve plutôt au niveau des organes cibles de la voie cholinergique en post-ganglionnaire, au niveau de la synapse post-ganglionnaire. Donc ceux-ci vont activer une protéine GQ, qui activera une phospholipase C, qui pourra cliver, je vais le noter, PIP2, P2 en IP3, plus du diacylglycérol. Donc on aura donc une augmentation de l'inositol triphosphate. Celui-ci entraînera une ouverture des canaux calciques, donc on aura une augmentation de la concentration en calcium, et cette augmentation de la concentration en calcium, ces calciums pourront se lier à la calmoduline. Donc là on entre dans des mécanismes que vous avez vus dans les cours plutôt de Monsieur Le Tourneau. Donc ça pourra activer la contraction des muscles lisses ici, donc une vasoconstriction. Ça pourra activer les cellules endothéliales qui libéreront du NO. Ce NO entraînera plutôt une relaxation des muscles lisses, donc une vasodilatation. Ou également, ça augmentera les sécrétions des cellules sécrétrices. Donc là, on est dans le système du parasympathique. On va plutôt se retrouver avec l'augmentation des sécrétions, car c'est un de son rôle, ou plutôt au niveau de la vasodilatation. Mais s'il peut avoir également l'effet de contraction, c'est parce que, je vous le rappelle, dans le système orthosympathique, on retrouve également le neuromédiateur de l'acétylcholine. Au niveau des récepteurs M2, M4, les récepteurs muscaréniques, qu'on peut appeler les récepteurs pairs, ceux-ci sont plutôt localisés au niveau du cœur, au niveau du tissu nodal. Ils vont activer une protéine GI ou GK. Vous pouvez retenir notamment GI pour bien mémoriser, pour inhibition, car celle-ci, elle va inhiber l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase qui transforme l'ATP en AMP cyclique. Donc on aura une baisse de l'AMP cyclique. Cette baisse de concentration d'AMP cyclique conduira à une inhibition de la protéine kinase A, car c'est l'AMP cyclique qui active la protéine kinase A. Et la protéine kinase A, qui normalement, une fois activée, va phosphoryler un transporteur au niveau du réticulum sarcoplasmique, le transporteur SERCA, qui entraîne un relargage de calcium dans la cellule. Cela sera donc inhibé, donc je vous réfère au cours de Monsieur Le Tourneau ou même de Monsieur Guillard pour ça. Donc une baisse de calcium nous entraînera un effet inotrope négatif, donc une baisse de la contractilité musculaire. Au niveau M2, on aura plutôt une ouverture des canaux potassiques. Ouverture des canaux potassiques, on a un afflux d'ions positifs dans la cellule, ce qui entraînera du coup une hyperpolarisation, donc une baisse de l'excitabilité musculaire. Donc le cœur, on aura un effet chronotrope négatif et dromotrope négatif. Donc dromotrope, c'est pour la conductivité, et chronotrope, c'est pour la rythmicité du cœur.
Donc les récepteurs nicotiniques maintenant, qui ont une structure nettement différente des récepteurs muscariniques, car ceux-ci sont des simples canaux. Ils sont faits de 5 structures, de 5 sous-unités transmembranaires que l'on va nommer, parce que vous aurez sûrement à les apprendre plus tard. On en a 5, donc on a 2 sous-unités alpha, une bêta, une gamma et une delta. Et sur ces 2 sous-unités alpha se trouvent les 2 sites de fixation à l'acétylcholine. Il faut donc 2 molécules d'acétylcholine pour activer le récepteur nicotinique et donc l'ouvrir pour qu'il puisse faire sa fonction de canal. Il va faire rentrer du sodium, le sodium va entraîner du coup la dépolarisation et la suite du potentiel, la propagation du potentiel d'action. Pour conclure sur cette pharmacologie du système parasympathique, je pointerai le doigt sur le fait que les 2 récepteurs muscariniques et nicotiniques sont différents mais ont chacun leur avantage. Les nicotiniques sont très rapides, sont juste des canaux qui ont besoin de s'ouvrir, tandis que les muscariniques passent par des seconds messagers qui prennent plus de temps, mais qui, à la fin, entraînent un effet, l'effet voulu. Donc je reviens sur l'explication dite dans l'introduction, qu'au niveau des récepteurs post-ganglionnaires, il y a des récepteurs nicotiniques et muscariniques, et au niveau des récepteurs de l'organe cible, donc de la deuxième synapse, il y a seulement des récepteurs muscariniques. Donc, vu que j'ai pas pris trop le temps de parler des effets de ce système parasympathique, qui est en opposition à l'orthosympathique, le système du repos, je vais prendre un exemple assez concret pour essayer d'imager tout ça. Je vais prendre l'exemple des personnes âgées qui peuvent tomber dans les pommes en se rasant la barbe. En fait, ce qui va se passer, c'est lorsqu'ils vont se raser, ils vont exercer une pression au niveau de leur carotide, et il y aura des barorécepteurs qui vont capter cette pression, sentir qu'il y a en fait une augmentation de pression, alors que pourtant non, c'est juste la pression du rasage qui est exercée. Cette pression, du coup, le corps va le ressentir, et lui, il l'interprète comme une augmentation du système orthosympathique, vu qu'on a une augmentation de la pression. Il va donc entraîner une décharge du système parasympathique, une décharge tellement forte qu'il peut parfois entraîner jusqu'à la syncope vagale. Et c'est la même chose pour le stress, c'est d'ailleurs l'exemple qui est souvent pris en cours. Au début, on va être en état d'alerte, on va avoir une sudation, augmentation de la fréquence cardiaque, on aura chaud, c'est le système orthosympathique qui travaille. Lorsqu'on arrive à un point de stress vraiment extrêmement fort, le corps va devoir réagir. Vu que le système orthosympathique et parasympathique fonctionnent toujours d'une manière de balancier, le corps va donc mettre en jeu une forte décharge du parasympathique pour pallier à l'orthosympathique, une décharge tellement forte qu'elle va entraîner du coup le malaise vagal, la perte de connaissance.